Salut à tous, c'est Sully Perfect and j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin la review de The Horror Show at Extreme Rules qui a eu donc lieu dimanche, là, dans la nuit de dimanche à lundi. Un show qui n'était pas forcément très hypant sur le papier, hein. C'est vrai que ça sentait le pay-per-view de transition en attendant SummerSlam. Alors que s'est-il passé? Est-ce que ce show a finalement tenu ses promesses? Ou est-ce qu'il a été, comme on aurait pu s'en douter, plutôt décevant, moyen? Bref, on va tout décortiquer. On va commencer déjà par le kick-off, un match qui n'avait pas encore été annoncé, hein, qu'on attendait justement. C'est finalement Buddy Murphy qui affronte Kevin Owens. Déjà l'affiche elle est quand même plutôt sympathique, hein, sur le papier. Ça reprend évidemment, hein, toute l'histoire autour de Rollins et de Mysterio, hein, et du Alive for an Eye. Donc le disciple contre Owens, hein, qui un peu le némésis de Rollins, hein, depuis quelques temps. On l'a vu avec WrestleMania, et ils ont relancé un petit peu plus ou moins la feud en parallèle, hein, avec Mysterio bien sûr pour l'instant en point principal, mais ils préparent un peu peut-être la suite, hein, selon l'avenir de Mysterio. Ils avaient commencé à planter des graines, et Owens avait un peu créé la surprise en battant Rollins la semaine dernière à Raw, hein, donc juste dans le Go Home Show de Extreme Rules, c'était un peu la surprise. Et donc là il affronte le disciple, donc on peut se dire que déjà sur le pronostic, Owens devait s'imposer, puisque bon, affronter le disciple, quand il vient de battre le Messiah, oui, logiquement il doit s'imposer. Et effectivement il s'est imposé avec un stunner, donc consécutif à un super kick, dans vraiment un bon petit match de malheureusement que 9 minutes, hein. 9 minutes seulement. C'est les tarifs kick-off, quoi. C'est pas Jojo, mais évidemment les kick-off ça dure 1 heure. Il y a beaucoup de promos à faire, de la parlotte, et donc les matchs sont réduits à la portion congrue, hein, malheureusement. En tout cas le match a vraiment bien fait son taf. En attendant le pay-per-view, c'était très bien. Donc vraiment court, mais vraiment de très très bonne facture. J'ai apprécié le match, c'était très sympa, et je lui donne un 2 étoiles 3 quarts. Un 2-3 quarts pour commencer, pour se mettre en jambe, c'est très bien. Alors juste pour la parenthèse, hein, Owens on l'attendait peut-être plus tard, on le verra pas, et on le verra pas non plus dans l'Euro qui vient d'avoir lieu hier soir, hein, entre parenthèses. Allez, on va passer maintenant à la carte principale avec un Tables match entre New Day et Cesaro et Nakamura. Je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, hein, que c'était un match qui était assez probable, hein, qu'il soit ajouté en tout cas, puisque on le voyait de plus en plus, hein, que ces deux équipes commençaient à sortir les tables d'une semaine à l'autre. Et c'était officialisé, puisque Cesaro a battu Biggie à SmackDown la semaine dernière, et le vainqueur avait la possibilité de choisir soit un Tables match, soit un Steel Cage match. Évidemment on se doute que ils vont choisir un Tables match, on n'est pas con. Il y a que ça, il y a que des tables depuis le début, donc ça fait 3 semaines qu'on les voit les tables, donc on va pas nous prendre pour des abrutis. Donc c'est finalement Cesaro qui a gagné, donc il a choisi avec Nakamura un Tables match. Le match n'a pas été très long, hein, un opener de seulement 10 minutes. 10 minutes. En tout cas c'est l'opener personnellement que j'aurais choisi. Pour moi c'était le bon choix, c'était le bon petit match pour commencer et avoir quelque chose un peu spectaculaire. Pour moi c'était le choix parfait. Et finalement ça se termine avec Cesaro qui porte un énorme powerbomb sur Kofi Kingston directement sur 2 tables empilées, hein, façon pancakes, puisque les New Day avaient installé une 2e table justement sur la première à l'extérieur. Et donc on attendait forcément que quelqu'un s'écrase dessus, et finalement c'est Cesaro qui le fait. Donc c'est quand même une petite surprise, hein, puisque finalement les Wrestling Puristes, ou The Artist Collective comme vous préférez, ont finalement réussi à gagner, et les New Day n'arrivent toujours pas à les battre, hein. Il y a quand même un peu cette histoire un peu de bête noire. C'est pour ça que si j'avais dû faire un pronostic, j'aurais donné plutôt les New Day, parce que justement c'est un peu l'histoire, c'est qu'on voit jamais, New Day n'arrive jamais à les battre, même en 1 contre 1. Cesaro a battu Biggie, Nakamura avait battu Kofi, et en 2 contre 2 il les avait déjà battus aussi, donc les New Day n'arrivaient pas. Et pour moi c'était ça un peu l'histoire. Donc on a même vu une petite apparition de Devon, hein, évidemment, hein, qui est un maître des Tables match avec Bubba Ray Dudley, mais au final ça n'a pas payé, et donc
bah, ça permet notamment à Cesaro de gonfler son palmarès en équipe, hein, parce que on l'a vu avec Tyson Kidd, on l'a vu encore plus, hein, un peu plus particulièrement avec Sheamus, hein, The Bar, et donc là avec Nakamura, donc une équipe qui, bah, mine de rien, bah, se construit petit à petit, et voilà, on réussit à gagner des titres, donc titre par équipe. Alors on va dire que l'avantage, ça va permettre de changer un petit peu, et puis peut-être qu'au New Day, bah, encore de gonfler leur palmarès plus tard, lorsqu'ils les battront peut-être enfin, peut-être pour SummerSlam, ça sera peut-être ça, et dans un match cette fois-ci normal, parce que c'est vrai que Cesaro, Nakamura, ils n'ont pas grand-chose, hein, ils n'ont pas eu grand-chose, hein, ils étaient un peu mis sous l'été noir, mais mine de rien, voilà, Cesaro se grossit son petit palmarès là, et Nakamura aussi, hein, mine de rien. Hein, il est pas loin d'être Grand Slam champion, hein, mine de rien. Et donc un match que j'ai trouvé très sympathique. 10 minutes, voilà, avec des petits spots, utilisation des tables bien respectée. C'était très bien. C'était très bien pour ouvrir le show. Et je lui donne un 3 étoiles. Voilà, pareil, un peu dans l'image du kick-off, un petit match pour se mettre en jambe. Et bien partir là, bien lancer ce pay-per-view. Pour moi, c'était très bien. Et on va passer directement déjà au match suivant. Match entre Bayley et Nikki Cross pour le titre féminin de SmackDown. Alors un gros cours de confiance en soi, hein, déjà reçu par Cross, hein, en coulisses, par Alexa Bliss, Kairi Sane et Asuka, hein, les trois là qui essayent de lui redonner de la confiance, hein, parce que c'est ça dont elle manque, hein, depuis un petit moment là, elle est un peu sur une losing streak. Et le match aura duré 12 minutes, donc une durée encore pas énorme, hein, pas énorme. Et on est quand même surpris parce qu'il y a un purge, le purge, hein, le swinging neck breaker là de Cross, qui portait très tôt dans le match, mais il y a un dégagement de Bayley, un B2B, un Bayley to Bayley de Bayley, un kick-out de Cross, donc chacun porte son finisher, mais avec un dégagement. Il y a aussi un peu de singerie, c'est-à-dire qu'on imite un peu les postures ou les prises de l'autre, hein, notamment lorsque Bayley coince Nikki Cross dans la jupe du ring, hein, ça c'est quelque chose que Cross fait souvent, ou à l'inverse lorsque Nikki Cross commence à faire les mouvements de bras, hein, pour singer Bayley. Ça aussi, voilà, on joue au corps pour se moquer. Hein, c'est de la provocation, c'est très classique. Et le tournant du match, hein, on va aller directement au tournant du match, c'est lorsque Bayley rampe, hein, car elle est tenue par les pieds là par Nikki Cross, et elle s'approche de Banks, qui était à l'extérieur. Et pendant que l'arbitre est en train de dégager Cross là, il y a Sasha Banks qui donne sa grosse bague là, vous savez, c'est une espèce de point américain ou énorme bague là, avec marqué Boss dessus. Elle la donne à Bayley. Donc en scred, là-dessus, Banks, à ce moment-là, elle vient sur le rebord du ring, elle écarte un peu l'arbitre, elle l'éloigne, elle vient le distraire, et à ce moment-là, Alexa Bliss s'en mêle, dans le dos de l'arbitre. Du coup, Bayley frappe Nikki Cross à l'abdomen avec la grosse bague justement, et en profite pour achever Nikki Cross avec son faceplant. Et donc voilà, bah, victoire somme toute assez logique de Bayley dans un assez bon match. J'ai vu quelques réactions de gens qui n'ont pas trop apprécié ce match. Bah moi je trouvais quand même plutôt correct, hein. C'est pas un match c'est pas Tamina, c'est pas Alice Evans, c'est quand même c'est pas Dana Brooke, enfin c'est quand même solide, hein, Nikki Cross qu'elle fait. Le match est quand même très correct, hein. Je lui donne un 3-1/4 pour ce match. Et en tout cas, l'amitié est toujours de mise entre Bayley et Banks. C'est ce qu'il faut noter aussi. Et Bliss n'aura heureusement, Alexa Bliss n'aura heureusement pas fait de heel turn, hein, ça m'aurait étonné. Par contre, Nikki Cross, elle continue sa losing streak, hein, mine de rien. Alors, est-ce que ça annonce un heel turn, un changement d'attitude, le retour de la Nikki Cross un peu de NXT, hein, un peu plus fofolle? On verra bien, mais peut-être que ça annonce quelque chose. On sait pas trop vers où ça va mener. Mais j'avoue que en regardant le dernier SmackDown, j'ai eu un doute, hein, pour le pronostic, parce que c'est vrai qu'on était en train vraiment de montrer une Bayley évidemment hyper arrogante, hein, avec une grosse confiance en elle, et à l'inverse, une Nikki Cross qui perdait de plus en plus confiance en elle, et puis qui se plaignait auprès de Bliss, elle dit je vais pas y arriver, je vais tout foirer à Extreme Rules, ma famille en Écosse, elle est déçue de moi, voilà, un peu ce genre de choses, et du coup je me suis dit oulala,
Mais est-ce qu'elle va pas créer la surprise Extreme Rules finalement? Tout d'autant plus qu'avec le heel turn de Lacey Evans, peut-être qu'ils vont préparer déjà un programme pour SummerSlam entre les deux, et voilà. Et qu'avec une Nikki Cross championne, je commence à douter. Ils auraient pu le faire. Et donc bon, finalement ils l'ont pas fait, et c'est la logique qui l'a emporté. Voilà pour ce match qui était voilà finalement pas si mal que ça. Allez, on va passer maintenant à un segment, juste un petit segment, une petite vidéo en noir et blanc, un Firefly Funhouse spécial où Bray Wyatt, un peu en mode vampire, nous dit qu'il va nous présenter les images les plus terrifiantes, écœurante et dégoûtante. Et là, tout à coup, on revoit les images du segment karaoké, le fameux segment karaoké d'il y a 10 jours, là, qui était horrible. J'ai vraiment, ça m'a fait rire. En tout cas, bravo pour la WWE, bravo à la WWE pour l'autodérision, en tout cas. Et à ce moment-là, Bray Wyatt s'en prend à Rambling Rabbit en lui disant t'as passé la mauvaise cassette, je t'ai bien vu venir, lol, voilà, c'était drôle, voilà, c'était juste un petit passage entre deux matchs pour builder évidemment le match, le Swamp Fight qu'on en verra plus tard. Voilà, maintenant on va passer au match, enfin a priori match suivant entre Apollo Crews, le champion des États-Unis, et MVP, l'autoproclamé champion des États-Unis, avec effectivement un Apollo Crews qu'on ne voit plus depuis plusieurs semaines. Tom Phillips, à ce moment-là, nous apprend que le combat pour le titre US n'aurait pas lieu, puisque Apollo Crews, qui visiblement aurait bien voulu défendre son titre, n'a pas réussi. Il a échoué à un examen physique, un test d'avant-match, en raison d'une blessure qu'il a subie aux mains de Lashley le mois dernier, à cause de... Allez, on a revu l'image, enfin on l'avait déjà vu ce segment, mais c'était une petite full Nelson qui a duré quoi, 5 secondes 5 secondes la full Nelson. Ouais, faut pas déconner, enfin ok, enfin faut bien trouver une excuse, mais bon, une full Nelson de 5 secondes, et en plus, Byron Sexton ajoute qu'il s'agirait donc d'un bombement discal. Carrément, un bombement discal. Oh là là, et pour 5 secondes de full Nelson, quoi. Alors, en fait, bon, la réalité, c'est qu'on a appris que finalement, il avait vraiment chopé le Covid. Il était testé positif au Covid, Apollo Crews, et ce qui explique son absence, en fait. Donc, évidemment, on ne prend pas de risque, mais on essaie de faire tourner quand même la storyline, tout ce qui se passe autour du titre US. Et le fait qu'on nous présente la nouvelle ceinture, ça permet au moins de faire vivre le truc, même si le champion n'est pas présent. Voilà, et donc MVP fait un peu l'intérimaire, finalement, en s'autoproclamant champion. Et d'ailleurs, MVP et Bobby Lashley arrivent sur le ring. MVP qui déclare que c'était une leçon pour quiconque était assez stupide pour monter sur le ring avec Lashley. La leçon, donc ce full lesson porté sur Crews. MVP déclare ensuite que lui et Bobby Lashley, ils ont un problème à régler là. Il y a un truc à régler. Lashley ne peut pas faire le full lesson, ne peut pas le porter trop fort. Sinon, ça risque de nuire à la carrière de MVP. Et du coup, les deux commencent à rigoler. MVP, du coup, il s'autoproclame, là, il se déclare le nouveau champion US par forfait. Et il va aller chercher la ceinture, là, qui était posée sur une table. Il arrache tout avec le drap, il arrache tout. Et il fait poser la ceinture autour de ses hanches par Lashley. Et ça s'arrête comme ça. Voilà. Tout ça pour ça. Donc merci le Covid encore. Bref, next. Il n'y a rien d'autre à dire. Alors si on peut aller un petit peu plus loin avec l'euro. On a vu que Shelton Benjamin, qu'on voyait déjà plus ou moins tourner autour de ce clan, s'est ajouté. Il a porté, il a récupéré le titre 24/7 aux mains de R-Truth. Et du coup, là le trio s'est formé. On parle visiblement de Hurt Business, donc ce serait le nom de la nouvelle faction, autour donc de MVP, Bobby Lashley et Shelton Benjamin, avec toujours Ricochet et Alexander qui sont dans l'histoire, et le grand retour de Mustafa Ali, grand retour, et Arrow en plus. Donc il y a eu un 3 contre 3 hier soir, qui a été remporté par les Faces d'ailleurs, avec un 450 splash de Ali sur MVP. Ça fait plaisir de retrouver Ali.
Et en attendant, donc voilà, on met un peu ces 6 hommes là, on va les mettre un peu les uns en face des autres, je pense, en attendant le retour de Cruz, qui j'espère ne va pas tarder, parce que c'est quand même lui le vrai champion, et c'est vraiment indiqué sur le site officiel de la WWE, hein, c'est bien Apollo Crews, hein, et j'espère qu'on le verra avec la vraie ceinture, enfin la nouvelle, et que MVP va pas non plus la garder ad vitam aeternam. Allez, on va passer maintenant au match suivant, un match qui était très très attendu, le Eye for an Eye match, un match qui aura duré quand même 18 minutes, donc ils ont laissé le temps. Rollins arrive hein, qu'avec une pince, carrément, et Mysterio surprend Rollins par derrière, hein, dès l'entrée, avant de démarrer le match, du classique. Ray sortira une caisse à outils hein, de sous le ring, peu après le début du match, en sortant une tige en ferraille. Rollins prend ensuite un kendo stick pour surprendre Mysterio. Première tentative de Rollins de crevage d'œil hein, contre les escaliers, hein, comme il l'avait déjà fait la première fois. Mysterio passe sous la première corde et atterrit sur une table à l'extérieur, hein, vraiment le ventre contre la table, hein, plongeon classique de Mysterio. À ce moment-là, Rey Mysterio pousse un gros « Son of a bitch !» à Rollins, hein, c'est étonnant de sa part. Rollins ramène une chaise et tente aussi de planter le pied de chaise dans l'œil de Mysterio, puis de lui mettre les doigts dans les yeux, hein, façon la montagne face à Oberyn Martel. Hein. Vous comprendrez la référence, hein, je pense. Rollins tente même de planter le stylo de Samoa Joe dans l'œil de Mysterio, hein, directement. Et on entend Samoa Joe qui dit « My pin !» et Rollins donc se prendra ensuite le coin de la table hein, des commentateurs dans l'œil. Mysterio tente à son tour de planter le pied de chaise dans l'œil de Rollins. Rollins ligote Mysterio aux cordes avec de la ficelle trouvée dans la boîte à outils, mais Ray s'en sort avec un head scissors contre le poteau. Tentative de kendo stick qui est coincé contre le poteau là à l'horizontale hein, de la part de Rollins, hein, comme on a pu déjà voir dans les Hell in a Cell, hein, c'est pas la première fois qu'on voit ce genre de choses, mais ça ne donnera rien. Hein, 2 jolies sunset bombes de Mysterio contre la barricade. Mysterio a une bonne idée en cassant le kendo stick du coup en deux afin de récupérer un peu la partie un peu la plus pointue hein, de l'arme. Il plante ensuite justement les deux parties là un peu pointues dans l'œil de Rollins. Ensuite Rollins se prend un 619 dans l'œil. Ray Mysterio étonnamment porte un curb stomp à Rollins à l'extérieur du ring. Il retire ensuite son cache-œil hein, sur son œil droit qui avait donc été blessé initialement. Il plante alors l'œil de Rollins contre le coin des escaliers. Bah alors je me suis dit autant le faire dès le début du match, hein, vu que l'efficacité de cet escalier, du coin de l'escalier a déjà été prouvée. Alors autant attaquer directement par l'escalier, de se ramener avec d'utiliser la caisse à outils, etc. Hein, enfin bref, voilà, c'est ce que j'ai pensé. Mais du coup, bon, alors que Rey Mysterio est en train de planter l'œil donc de Rollins sur les escaliers, bah, il se prend un low blow avec un mouvement de jambe arrière intelligent de la part de Rollins. Curb stomp ensuite de un curb stomp porté par Rollins sur Mysterio. Cette fois-ci, Rollins plante alors l'œil droit de Mysterio qui était déjà blessé la première fois contre l'escalier. Rollins recule alors, possiblement pour un curb stomp, mais il se rapproche et voit alors que l'œil droit de Mysterio est sorti de son orbite. Et donc, chose qu'on aura vraiment vu furtivement, faudra vraiment faire un pause arrêt pour le voir. C'était vraiment une petite prothèse, là, une petite boule en plastoc de merde là. Bon, bref, c'était pas terrible. Mais la cloche sonne et donc Rollins s'est déclaré vainqueur comme cela. Voilà. Pas de CGI comme annoncé, hein. C'était une fake news. Ou, disons, une fake news ou encore des plans qui auraient changé puisqu'on a appris qu'en fait, c'était bien prévu mais que Vince McMahon, il a regardé le résultat, il n'a pas apprécié. Vince McMahon n'a pas voulu de la CGI. Et normalement, le résultat c'était que l'œil sorte carrément. Hein, vraiment qu'il y a une vraie éjection quoi, hein, de l'œil de son orbite et il a pas aimé et du coup il a préféré faire quelque chose de plus, on va dire, plus soft. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir. Et le résultat était pas si horrible que ça finalement. Je m'attendais à un truc beaucoup plus horrible. Et finalement, la chose la plus horrible, c'est peut-être de voir Rollins vomir juste après ça. He's gonna puke. Et oui, juste après, il vomit. Alors que ensuite Dominique vient voir son père. Donc là oui, j'ai vomi pour le coup. J'ai vomi quand j'ai vu Rollins vomir. Et en comparaison, j'ai même trouvé le premier crevage d'œil à Raw,
hein, il y a quelques semaines de cela, bien mieux fait et bien plus impactant en termes d'horreur, en termes de dégueulasserie, que ce qu'on a vu finalement. Parce qu'en plus, Mysterio il se met les mains là, bon ben voilà, on voit pas grand chose. Faut vraiment regarder au pause arrêt, regarder au bon moment, voir cette espèce de petite balle blanche là qui ressort, ouais, c'est pas ouf quoi, hein. Franchement le résultat, ouais, c'était pas The Horror Show quoi pour moi. Hein. Maintenant sur le match, je donne un 3 étoiles et demie, parce qu'il y avait quand même une grosse qualité in ring, indéniable. Entre ces deux hommes, c'était obligatoire. Et ce que les deux hommes arrivent à faire pour nous raconter une histoire, bah, ils arrivent à le faire aisément. Donc, du bon catch, du storytelling. Voilà, pour moi, c'était très bien. Du très bon catch. Seule la fin, donc, me laissera davantage sur ma fin, hein, si je puis dire, sans jeu de mots. Il y avait sans doute mieux à faire pour basculer dans l'horreur, quitte à mettre peut-être un effet spécial ou deux. Mais bon, Vince n'en voulait pas. Voilà, c'est dommage. Ils ont fait très soft au final. Ils ont fait très soft. Et le match était bien en live, hein, d'ailleurs. Hein, il s'était écrit, donc il n'y avait pas. Bah oui, vu qu'il du coup il n'y a pas eu de CGI, bah forcément du coup ça explique, je pense, pourquoi le match n'a pas été. Il n'y a jamais eu d'enregistrement finalement. Le logo live était bien présent pendant tout le match. Voilà. Un petit peu plus tard dans le show, on aura des nouvelles de Mysterio, hein, puisque Charlie Caruso a fait le point sur son état de santé. Mysterio a été transporté d'urgence dans un établissement médical local, hein, pour y être soigné, pour une éventuelle luxation du globe oculaire. Les experts médicaux étaient optimistes. Hein. Si le nerf optique n'est pas sectionné et qu'il n'y a pas trop de pression sur les vaisseaux sanguins et sur les nerfs qui relient l'œil au reste de la tête, Mysterio a quand même une chance de maintenir sa vision. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Mysterio, donc a priori, les nouvelles sont positives. Il va sûrement revenir un jour. Alors on sait pas quand. De toute façon, avec l'incertitude qui plane autour de son contrat, est-ce qu'il va re-signer ou pas, bah, ils étaient obligés de faire quelque chose pour le tenir un peu à l'écart. Et le temps qu'on construise, justement, qu'on raconte son absence, hein, qu'on voit que son absence, avec ce qui s'est passé donc à la fin de ce match, voilà, ça va permettre de prendre le temps de revoir son contrat, voir ce qui va être fait, et en attendant, bon, on repart sur autre chose, avec du Black ou du Owens. Ça a l'air de tourner un peu entre les deux. Bon, là, Black, il a perdu clean à Raw hier, c'est rare, il a perdu clean, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, face à Rollins, il s'est fait vraiment arracher le bras, hein, vraiment détruire le bras à l'aide de Murphy. Alors j'espère que ça va pas déboucher sur un arm for an arm match à SummerSlam. Mais du coup, on voit que peut-être encore aussi du coup l'absence de Black pendant un certain temps. Mais du coup il risque d'y avoir peut-être plus que Owens dans l'affaire. Et à noter qu'il n'y a pas eu de save. Ça m'a surpris, Kevin Owens n'a pas fait le save sur Black. Même Carrillo éventuellement, auquel on aurait pu penser. Non, pas de save. Pas de save. Et à noter aussi que Austin Theory, qu'on ne voit plus non plus, en fait, il semblerait que c'est même pas le Covid, et que malheureusement que ça semblerait plus être lié au speaking out, et qu'il a été repris par la patrouille, malheureusement. C'est pour ça que la théorie, on n'est peut-être pas prêt de le revoir, donc c'est pour ça que j'attends que Monsieur le Messiah recrute, et on l'a toujours pas eu. On n'a pas eu d'overbooking, hein, dans ce match. Pas d'intervention extérieure, pas de bagarre à 5-6, pas de heel turn, rien. Ça a été très soft, hein, de ce côté-là. C'était aussi une surprise, hein, en soi. Et même à Raw, hein, il n'y a pas eu grand chose de plus, hein, finalement. Ça n'avance pas, on ne sait pas vraiment ce qui attend Rollins. Est-ce que ça sera Black, est-ce que ce sera Owens, on verra bien, mais il faudra recruter, hein, parce que théorie, je pense qu'on n'est pas prêt de le revoir. Voilà, en tout cas, c'était un assez bon match. Match suivant, Asuka contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Match qui a duré 20 minutes. Et c'était pour moi, ça correspondait, on va dire, à mon pronostic, parce que je pensais bien que ce match allait être le plus long de la soirée, et ce fut le cas. Parce que on clôturait quand même une semaine d'anniversaire, hein, pour célébrer les 5 ans de la Women's Revolution. Hein. On les a beaucoup mises à l'honneur, les femmes, hein, notamment aussi un épisode spécial de The Bump mercredi dernier où il y avait que des femmes invitées. On en a beaucoup parlé. Il y avait même Stephanie McMahon qui était là. Bref, donc pour moi c'était normal qu'on mette vraiment les femmes à valeur dans un match long. Donc c'est ce qui a été fait, 20 minutes, et le match était super. L'un des meilleurs matchs féminins de l'année.
que demander de plus? Un très très bon match, c'était sûrement le meilleur de la soirée, hein, même je le pense, et c'était vraiment très très qualitatif. Alors on va un peu raconter ce qui s'est passé. On va voir Banks qui va glisser de la deuxième corde à un moment donné. Bon, difficile de dire si c'était un botch ou non, mais vu que ça n'a pas vraiment servi par la suite, je dirais que c'est plutôt un botch. Bon, c'est dommage. Bayley qui portera un belly to belly à Kairi Sane à l'extérieur du ring. Asuka qui porte un Asuka Lock. Bayley qui ramène une ceinture dans le ring. L'arbitre à ce moment-là la ramasse la ceinture. Bayley entre alors sur le ring avec l'autre ceinture pour frapper Asuka. Mais l'arbitre l'a vu. Et Asuka lui porte en ce moment-là à Bayley un kick dans la face. Asuka ensuite rampe vers Kairi Sane à l'extérieur pour qu'elle lui passe en réalité une petite bille spéciale, une petite capsule spéciale pour les Green Mist. Hein. C'est dommage qu'on l'ait bien vu malheureusement, mais c'était ça c'était vraiment, on l'a vraiment bien vu. Banks prend alors la ceinture. L'arbitre retient Banks et lui arrache la ceinture des mains. Banks à ce moment-là elle doit tourner à Asuka, mais elle se retourne. Et Asuka porte à ce moment-là un Green Mist, mais Banks esquive, et l'arbitre prend tout. Il est aveuglé par le Green Mist. Bayley arrive alors avec un coup de ceinture derrière la tête d'Asuka. Bayley arrache alors le t-shirt de l'arbitre, elle le revêtit, et pour faire le compte de 3 à la place de l'arbitre. D'ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi elle n'a pas fait un fast count? Il n'y a plus personne, c'est la heal. Et puis pour être sûr que ça va compter jusqu'à 3, elle a qu'à faire un fast count. Tant qu'à faire, bon, elle l'a pas fait, bon, c'est pas grave. Mais bon, elle compte jusqu'à 3, d'une façon normale, donc. La cloche ne sonne pas. Bayley demande alors à sonner. Ring the bell, ring the bell. Le timekeeper, finalement, s'exécute. Et Bayley donne la ceinture d'Euro à Banks. Sauf qu'aucune annonce officielle n'a été faite par donc l'annonceur. Rien. À part que Banks, donc oui, elle a la ceinture dans les mains. Mais rien, aucune annonce, aucune nouvelle championne, rien. Quel dommage, quel dommage. Le match était super. Je lui ai donné un 4-25, un 4-1/4, bien mérité, mais cette fin overbookée a tout gâché. C'est vraiment dommage. Et c'est là que je me suis dit qu'il manque vraiment une figure d'autorité pour restaurer l'ordre et changer et donner une directive. Restart the match ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est dommage. C'est bien dommage d'avoir fait autant d'overbooking. Alors ça met de la hit. Ça met de la hit, bien sûr, envers les heels. Mais c'est vraiment... j'étais un peu frustré quand même, parce que le match était si bon. Je voulais un match qui se termine clean. Ça n'aurait pas été déshonorant pour Sacha de perdre comme ça. Et il faut noter que donc la WWE sur son site n'a pas changé l'identité de la championne. C'est toujours Asuka. Vous pourrez voir, vérifier de vous-même, par vous-même. La photo, c'est toujours Asuka. Voilà. Mais évidemment, maintenant, c'était tout ça. C'était pour les audiences, évidemment. Encore une fois, pour laisser un petit suspense. Et donc, on attend donc le lendemain. Donc, et c'est là qu'on apprend à Raw, donc, que d'abord Bayley et Banks donc, qui en font des caisses, Banks qui fait une promo, qui dit que de toute façon Asuka elle avait pas mérité ce titre puisqu'on lui avait donné. C'était Becky Lynch qui lui avait donné. Elle a pas fait grand chose pour l'avoir. Bon, en fait elle a gagné Money in the Bank, rien que ça. Bon, c'est pas grave. Mais bon, elle fait la heal. Elle a rien fait alors que moi je me suis quand même cassé le cul là. J'ai fait un vrai match là la veille. Je l'ai mérité bordel. Et là, évidemment les Kabuki Warriors qui arrivent, Asuka évidemment, elle en a cure, elle dit ouais non, là je me suis fait, vous êtes des voleuses, Banks, tu n'es pas prête pour Asuka, voilà, et du coup c'est là qu'on arrive avec la petite surprise, avec Stephanie McMahon justement, qui apparaît dans un grand écran pour rallier les comptes, et j'ai aimé cette phrase lorsqu'elle dit à Sasha Banks que ce match d'Extreme Rules, c'était vraiment un horror show. C'était vraiment un horror show, franchement, de voir ça. Et du coup, ça va se régler la semaine prochaine entre Asuka et Banks, avec un titre visiblement rendu vacant et avec le titre qui peut se décider de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que s'il y a un décompte à l'extérieur, une disqualification, une intervention extérieure, notamment Bayley bien sûr, et bien sûr un pin ou une soumission,
Tout ça, ça donnera le titre à la personne donc, qui gagnera. Donc attention, il y a la menace, mais qui est aussi bien pour Asuka que pour Banks du coup, parce qu'on essaie de faire on rend plus ou moins le titre vacant, même si c'est affiché sur le titre de la WWE que c'est Asuka la championne. Le visuel à Raw indiquait que Asuka était la Raw championne. C'est assez confus pour moi. C'est assez confus. Je trouve qu'ils ont un peu compliqué le truc. Et puis j'ai pas l'impression, enfin, en donnant cette stipulation, pour moi ça handicape pas particulièrement Banks, puisque ça, si on rend le truc un peu vacant, bah pour moi ça handicape aussi Asuka. Donc c'est la même merde pour les deux quoi. Donc je trouve que c'est un peu dégueulasse pour Asuka, et ça change pas grand chose en fait. Bah oui, c'était un DQ, un compte à l'extérieur, tu perds. Une intervention extérieure, etc. Tu perds. Bah oui. Ça marcherait si Banks était vraiment la championne. Là oui, tu te fais des comptes à l'extérieur, tu perds tu te fais DQ, tu perds ta ceinture. Là ok, j'aurais compris. Mais c'était pas ça. Banks n'est pas championne, voilà. Donc évidemment, à nouveau pour les audiences, on refait un rematch. Donc la semaine prochaine à Raw. Donc l'attente est encore longue, mais voilà, c'est bien dommage de tirer le truc. On tire le truc, on joue la montre, et voilà. Et il y a une Shayna Baszler qui regarde ça du coin de l'œil, elle regarde ça en coulisses, et elle est prête, elle est prête, c'est Shayna Baszler, on le sent. Et une Kairi Sane qui a créé la surprise en battant Bayley cette nuit. Peut-être un dernier cadeau d'adieu, puisqu'on annonce que son départ est vraiment de plus en plus proche, et qu'elle est en train de procéder à ses derniers enregistrements avant son départ au Japon pour se rapprocher de son mari. Ce qui serait un peu logique de se rapprocher de son mari. Alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on annonce le départ de Kairi Sane et ça n'arrive jamais, mais là je pense que ça va vraiment arriver. Ça forcément c'est du bon sens de vouloir retrouver son mari avec qui elle s'est mariée il y a quelques mois de cela, il y a pas longtemps. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Drew McIntyre contre Dolph Ziggler pour le titre de la WWE. Donc avec un gros suspense autour de la stipulation choisie par Dolph Ziggler. Alors, est-ce que c'était l'une des stipulations des idées que je vous avais données dans ma vidéo pronostic, histoire de 3 tombées contre 1, ou est-ce que tu perds le match sur le compte de 2? Voilà, un boulet au pied, un Drew McIntyre ligoté. Bref, qu'est-ce qu'il allait se passer? Alors Ziggler, il dit ah tu m'as sous-estimé. Voilà, il commence à dire ça. J'ai été le bigger man. En gros, j'étais le plus intelligent. Voilà. Et du coup, le gars il dit Extreme Rules. Je dis bah ouais, Extreme Rules, ouais ok, mais en quoi c'est inédit là? Le gars il avait dit que c'était inédit. Stipulation j'avais vu. Et le mec il dit Extreme Rules. Sauf qu'après il dit For me only. Et oui, Extreme Rules for me only. Alors effectivement, c'est original, c'est inédit et c'est assez finement joué. Il faut le dire, c'est assez intelligent puisque finalement, Drew McIntyre n'a le droit à rien. Il a le droit à rien alors que Ziggler a le droit à tout. C'est ça en gros. Si t'as une disqualification, un décompte à l'extérieur, ou un mauvais geste, un peu illégal de la part de Drew McIntyre, il perdra le titre. Ça ressemble d'ailleurs à ce qu'il va y avoir la semaine prochaine avec Asuka et Banks, entre parenthèses. Et donc, Drew McIntyre, lui, il peut tout utiliser. Des tables, des chaises, des kendo sticks, il peut tout faire. Des chaises et tout. Il peut tout faire et il gagnera. Quoi qu'il en soit. C'est pas facile pour l'arbitre, du coup, d'avoir un règlement pour l'un et un règlement pour l'autre. En tout cas, le match est bien raconté. Drew qui se prend une chaise, mais qui peut pas l'utiliser. Du coup, il est un peu mal. Il a le cul entre deux chaises, justement, si on peut dire. Dolph Ziggler qui pose une table à l'extérieur, mais Drew, lui, il ne peut pas lui porter une souplesse dessus. Il est en train de lui faire une souplesse. Il a l'air tombé sur la table. Mais il se dit non, si je fais ça, je vais disqualifier. Et donc à ce moment-là, il change de direction, il pivote, et il porte la souplesse au sol. Encore une fois, très bien raconté. Le spot principal, c'est justement toujours cette table qui était à l'extérieur, là, qui a toujours pas été utilisée, qui a été posée. Un énorme saut de Dolph Ziggler depuis le poteau, directement sur cette même table, avec donc Drew McIntyre dessus. Un énorme saut, le coude en avant, il avait déjà le coude en sang déjà avant, alors là, encore pire, tout est détruit, donc l'image est forte. Ziggler a vraiment sauté très très haut là, il est arrivé, il avait la tête au plafond quoi. Drew se relève absolument de tout,
pendant ce match. Il est imbattable. Même un Norinagi porté sur une chaise, hein, façon un peu rock bottom, il se dégage. Et Dolph Ziggler, là, il est tellement frustré, énervé, qu'il se met à dire « Why don't you die ?» Mais pourquoi est-ce que tu crèves pas, bordel? Et oui, donc Ziggler est énervé, il retire plusieurs chaises du ring et tape du pied, hein, pour préparer son super kick un peu à la HBK. Mais à ce moment-là, boum, il se fait cueillir à froid avec un énorme Claymore là, au niveau du menton, qui était vraiment prévisible, hein. Pour le coup, on l'a senti venir, mais il était quand même beau. Il était très très beau. Je l'attendais avec impatience ce Claymore pour voir comment Ziggler allait le vendre, comment il allait bumper comme un taré. Et c'était très beau. C'était très beau. Victoire bien entendu, sans surprise de la part de Drew McIntyre dans un très très bon match de 15 minutes. Très bon match. J'ai bien aimé. C'était spectaculaire. La stipu était très bien respectée, et avec du storytelling donc. Et Dolph Ziggler qui a vraiment bien joué sa partition. Il bumpait, il tapait contre le plexiglas. C'est du bon Ziggler, comme on aime. Voilà, il passe par-dessus les tables et tout, des commentateurs. Bref, c'était beau. Mais Drew était beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Et je lui donne quand même un 3 étoiles et demie. Donc un match donc qui était très correct, hein, très très bon. Hein. Moi j'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé. Je vous l'avais dit de toute façon que c'était parti pour être un match qualitatif sur le papier. Hein. Si on leur laissait du temps, il n'y avait pas de raison. La surprise, c'est quand même que le lendemain, donc à Raw, donc hier, eh ben, McIntyre voulait parler de son avenir pour SummerSlam, de ce qu'il attendait, et puis Ziggler se ramène. Eh ben, il n'en a pas terminé. Il n'en a pas terminé. Il veut encore un match. Il veut encore un match parce que il était so close. Il était so close, mais c'est ce qu'a dit d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Drew. C'était drôle d'ailleurs en disant, bah en gros, être so close, c'est un peu, ça résume un peu ta carrière quoi. Il est toujours so close quoi. Mais il veut ce rematch. Mais bon, McIntyre il dit mais je t'ai battu. Je t'ai battu clean. Je t'ai laissé choisir la stipulation et je t'ai battu clean. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Qu'est-ce qu'on veut? Tu veux faire de plus? Donc le gars, il dit non mais tu sais quoi? Là je me casse. Là franchement t'es pathétique quoi. C'était pathétique là. Bugger off. Allez casse-toi là, casse-toi. Non mais franchement j'en ai marre. Et donc là du coup il se casse. McIntyre se casse. Et là Ziggler le traite de son of a bitch. Évidemment le coup classique hein, qu'on avait déjà entendu de la part de Mysterio un peu plus tôt. Il le traite de son of a bitch. Là il se retourne. Il dit ah finalement I changed my mind. Tu m'as fait changer d'avis. Mais cette fois-ci, donc tu vas l'avoir ton rematch, mais cette fois-ci c'est moi qui choisis la stipulation. Et comme tu m'as fait le coup la dernière fois, pareil, je vais faire la même chose et tu ne connaîtras la stipulation qu'au moment du gong, au moment où la cloche sonnera. Donc on attendra. Donc normalement c'est dans je crois la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On aura donc le rematch. Ouais, on joue la montre encore. Hein. On joue la montre. On fait encore un rematch de pay-per-view. Un rematch de pay-per-view. Comme Asuka Banks. Et en weekly. Et évidemment, à nouveau les ratings. À nouveau les ratings, quoi. C'est toujours pareil, hein. On le sait. Voilà. On trouve des astuces pour faire revenir ou revenir les gens derrière leur écran, ce qui est pas facile actuellement. Mais voilà, on trouve des subterfuges, des stratagèmes. Bref, on attend, et donc bah, je pensais à Orton, bon, on l'aura peut-être, mais pour l'instant, pas d'Orton. On va à nouveau avoir un match contre Ziggler. On joue la montre, alors que, attention, SummerSlam, c'est déjà dans un mois. Allez, on termine donc avec le main event, déjà. C'était finalement le Swamp Match qu'ils nous ont réservé pour le main event. Hein. C'est vrai que à force de nous mettre des petites promos ici ou là, ça sentait le main event. Effectivement, donc un match qui aura un ciné-match, voilà, un ciné-match qui aura duré 18 minutes. 18 minutes, pas trop court, pas trop long donc. On a, allez, grosso modo, donc les temps forts, Strowman qui arrive, hein, donc sur les terres de Bray Wyatt, qui l'attendait paisiblement hein, sur sa chaise, sur son rocking chair. Et puis tout à coup, alors que Strowman approche, il disparaît. Wyatt disparaît. Strowman rencontre ensuite son double, avec un masque de mouton noir, qui lui assène un coup de pelle. Et à ce moment-là, Strowman se réveille, enchaîné à une chaise. Bray Wyatt le retrouve alors. Il est en train de retrouver, il se rapproche avec l'ancienne musique hein, de Bray Wyatt, bien sûr. Voilà, il lui dit qu'il ne peut pas le blesser puisqu'il est déjà mort.
C'est vrai, il est déjà mort, Wyatt. On l'a vu son crâne, sa tête en forme de lanterne. Il est mort, Bray Wyatt, hein, le Eater of Worlds. Ce personnage, il est mort. Donc il explique qu'ils auraient pu être des dieux ensemble. Et oui, mais qu'il est fier de sa réussite et qu'il n'est pas... Tu n'es pas mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi. Il lui présente ensuite quelque chose d'effrayant. Une personne qu'on imagine être Sister Abigail, là, avec son long voile noir, qu'on voit pas sa tête, qui s'approche de lui avec un serpent voilà, dans les mains. Et à ce moment-là, le serpent arrive et... Flaf, mort Braun. Donc on retrouve un peu le serpent dont il avait parlé, Braun, dans sa promo, hein, sa très bonne promo de SmackDown d'il y a un mois à peu près. Hein, c'est un peu un rappel de ça. Ensuite, on retrouve Strowman, donc tout de suite après ça, dans un feu de camp, donc dans une scène complètement différente. Il est plus ligoté, il a rien. Il se retrouve dans un feu de camp. Et puis il y a deux hommes qui arrivent là, dont on ne voit pas le visage. Et donc ils s'en débarrassent assez facilement. Puis il y a un troisième homme qui arrive avec une pelle, sous les traits de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Pourquoi Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, arrive? J'en sais rien. Il arrive avec une pelle. Il se prend alors, ce mec se prend un énorme coup de pelle dans la tronche. Et il se rapproche petit à petit des flammes et il finit immolé là. Il est en train de courir là et puis il se barre. Et puis ça le fait marrer, Braun Strowman. Ça le fait marrer. C'était gratuit. Bon, franchement, cette scène n'avait pas franchement d'utilité hein, dans la narration du match. Pour moi, je trouvais que c'était très très gratuit. Ça n'a pas servi à grand chose. Alexa Bliss. Et oui, j'ai bien dit Alexa Bliss. Son ancienne partenaire hein, du Mixed Match Challenge, hein, on s'en souvient. Accessoirement, son ami. Voilà, bon, par moment, on se demandait même s'il n'y avait pas plus. Mais peut-être plus du côté de Braun. Bref. Elle lui apparaît. En Sister Abigail, donc avec le voile. Elle fait apparaître son visage. Et c'est Alexa Bliss, donc sous les traits de Sister Abigail. Et elle lui tente de le convaincre de ne pas se battre. D'arrêter ça. Et d'accepter son sort. Elle dit follow me, follow me, follow me. Et j'ai vibré sur ce moment d'ailleurs. Parce que lorsqu'on a vu ce Sister Abigail là sous un voile, et qu'elle a commencé à le lever, je me suis dit oh putain, c'est qui? C'est Liv Morgan? Mais ça ressemble à Alexa Bliss? Oh, c'est Alexa Bliss! J'ai vibré, j'avoue. Putain, c'était chaud, je m'attendais pas à la voir. Et donc, il y a ce moment-là, il y a Wyatt qui surprend Braun avec les doigts dans les yeux. Décidément, les doigts dans les yeux, encore, façon Oberyn et la montagne, hein, encore. Et Braun porte un chokeslam à Wyatt, un petit chokeslam pas terrible, qui retombe sur la barque. Wyatt, boum, allongé sur la barque. Et la barque, bon bah, elle dérive. Avant de faire, miraculeusement, demi-tour. Elle revient là. Et du coup, Wyatt s'approche, il patauge, là, il rentre dans le marais, et puis il voit que la barque est vide. Et à ce moment-là, Wyatt attaque Braun par derrière, et tente de le noyer, avec une pagaie. Et puis, il le noie avec ses mains. Mais Braun arrive quand même finalement à sortir la tête de l'eau, hein, bon, en recrachant, hein. Voilà. Une fois de retour sur le ponton, Bray Wyatt revient à l'attaque, et le frappe à nouveau avec une pagaie à plusieurs reprises. Mais ce ne sera pas suffisant pour se débarrasser de Strowman qui le fait tomber à l'eau avec une big boot au niveau de la poitrine. Braun pense alors que c'est terminé et dit « It's over ». Les crédits apparaissent. Le fameux coup des crédits, hein. On se dit « Non mais c'est pas possible. Ça peut pas se terminer comme ça. Il est pas fini le match ». Et les crédits apparaissent. Donc on nous fait croire que le pay-per-view est terminé. Mais à ce moment-là, le son se coupe. C'est bizarre, il n'y a plus de son. Et en effet, Bray Wyatt réapparaît avec une mandible claw sur Braun. Et à ce moment-là, il le jette dans l'eau pour le noyer. On revoit une dernière fois Wyatt, hein, qui essaie de sortir là, et qui retombe, et il se noie à nouveau, il se noie à son tour. C'est la dernière fois qu'on verra Wyatt et Braun. Donc ils sont partis donc dans le marais. Et à ce moment-là, l'eau devient rouge champ. Ça commence à faire des petites bulles, on a l'impression que c'est un peu de la lave. Un rire se fait entendre à ce moment-là, et c'est là que surgit de nulle part le Fiend apparaît. On s'en doutait quand même. Il apparaît. Alors, et le show se termine comme ça, sur le Fiend. Et donc voilà, bah cette fin pose question. A-t-il remplacé pour de bon Bray Wyatt?
Est-ce que c'est vraiment terminé pour Wyatt? Est-ce que tout ce film était un cauchemar? Qu'en est-il de Braun Strowman? Un final qui pose plein de questions, à tel point qu'on ne peut même pas vraiment dire qui a gagné. Si ce n'est peut-être Bray Wyatt, hein, vu que l'image du film clôture le match, mais Wyatt ayant disparu, ça pourrait être aussi un no contest, hein. Bref, bon là, c'est un match un film que je ne peux pas noter, hein, vu que c'est un pur ciné-match, il n'y a pas de catch, voilà, un espèce de simili choc slam, voilà, c'est tout. On aime ou on n'aime pas, quoi. Pour moi, c'est en dessous du Firefly, c'est en dessous du Boneyard. Il y a des bonnes choses. Disons que ce que j'ai aimé, on va dire quoi. Bray Wyatt, bien entendu, toujours pareil. Acteur hors pair. Il est flippant as fuck. Une psychologie de ouf. Il nous met, il nous fait vivre des émotions comme pas possible. L'apparition de Sister Abigail. Alors bien entendu, hein, Sister Abigail n'est pas Alexa Bliss, hein. J'espère que tout le monde l'aura compris, que c'était uniquement pour le bien de ce film que Alexa Bliss a incarné Sister Abigail, mais c'est tout. C'est tout. Ce sera pour une fois. Mais ce n'est pas Sister Abigail, bien entendu. Mais c'est une sorte de cauchemar à nouveau. Hein. On est encore dans un trip sous acide, un peu comme contre Cena à Firefly Funhouse. Est-ce que tout cela était bien réel au final? Voilà, et que va devenir Wyatt, le Wyatt qu'on a vu, le Eater of Worlds? Est-ce qu'il est vraiment mort cette fois-ci? Est-ce qu'on va vraiment plus le voir? Est-ce qu'on va revoir Braun? A priori oui, c'est quand même le champion universel. L'apparition du Finn, est-ce qu'il s'est pas réincarné? Est-ce que c'est pas un peu comme Matt Hardy? Est-ce que c'est pas le marais de la réincarnation? Lorsque Wyatt a coulé dans ce marais, est-ce qu'il n'est pas revenu sous les traits du Finn? Bref, c'est encore aussi plein de questions qui se posent. Mais j'ai même pas vraiment envie de donner un vainqueur à ce match. Hein. Psychologiquement, plutôt Wyatt, mais c'est même pas sûr. C'est le Finn qu'on voit à la fin, c'est tout. Donc il n'y a pas de tombée, il n'y a rien eu. Hein. Donc voilà, donc Wyatt, donc il a bien joué sa partition, il a vraiment mis sa patte sur le match, c'est ce qui était dit. Il a même été dit que Vince McMahon n'a absolument pas participé à la production de ce match. Donc voilà, donc c'est vraiment du Wyatt. Maintenant, il y a des passages que j'ai moins aimés. Les hommes de main, les mecs non là, les mecs avec les mecs un peu masqués là, qu'on a vu au début, on le revoit après. C'était trop. Et puis pour moi ça correspond pas à l'univers de Wyatt. Il a pas ces hommes de main là, ces espèces de mecs là masqués là. Pour moi ça lui correspond pas. C'est pas Wyatt quoi. Wyatt il s'autosuffit. Il peut avoir un petit Rowan. Voilà, mais c'est tout. D'ailleurs, Rowan, on l'aura pas vu, hein. On aura eu des petites images, voilà, des petits flashs, juste dans les petits flashs, mais pas d'intervention physique, pas d'apparition véritablement physique de Rowan, hein. Donc on sait pas vraiment si on va le revoir un jour. Bref, Thomas Tourelle, donc qui s'immole par le feu, pour moi ça n'a aucun sens, ça n'a pas d'utilité dans l'histoire. Ça arrive que comme un cheveu sur la soupe. On a l'impression que c'était pour dire, oh, il nous faut un mec qui se brûle. Là, mettez-moi un mec qui s'immole là et faites-le courir là. Et ça arrivait comme ça, pour moi ça n'avait pas du tout de cohérence dans l'histoire qu'on est en train de nous raconter, que ça arrivait comme ça, le gars il se fait mordre par le serpent et hop, il arrive dans un feu de camp et puis le gars qui s'immole par le feu. Non mais là c'était pas bon, j'ai trouvé ça décousu, ça n'avait pas de sens. Le manque de combat, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de bastons, hein. On se donne des coups de pelle, des coups de saguet, un petit choc Sam de merde, et le gars il se bat contre des hommes de main, il se bat même pas vraiment contre Wyatt. Donc c'est surtout Wyatt qui lui fait une longue promo, voilà, une très bonne promo comme d'hab, mais c'est tout. Donc c'était encore un match très psychologique qui va dans l'univers de Wyatt, mais il y a eu des petites déceptions par rapport à ça. Maintenant, en termes d'émotion, j'en ai eu, donc au niveau du moment où on a vu que c'était Alexa Bliss qui était derrière le voile, là j'ai un peu vibré. La dame avec son serpent, les Sister Abigail toujours avec son serpent, ouais, ça donne un petit côté un peu flippant. Moi je l'ai regardé dans le noir, hein. Je vous conseille de regarder ce petit match dans ce ciné-match dans le noir, ça fait son petit effet. Alors oui, évidemment, vu que c'est la nuit,
Des petits problèmes aussi de visibilité, hein. C'est vrai que là dans le marécage parfois c'est un peu compliqué au niveau de la visibilité. C'est ce qu'on pourrait reprocher aussi. Voilà, c'est pas mon match préféré. Je le mets dans le ventre mou du classement des ciné-matchs. Hein. Pour moi, ça reste derrière le Firefly, ça reste derrière le Boneyard. Hein. Pour moi, c'est derrière. Voilà, faut pas le regarder comme un fan de catch. Un fan de catch, je dirais que c'est 0. Un fan de série ou de film, bah, pourrait éventuellement la donner son avis. Voilà, moi si je le regarde comme un fan de série ou de film, oui, bah, il y a des petits ingrédients intéressants sur les films d'horreur. Voilà, si vous aimez les films d'horreur, vous allez retrouver des petits éléments. Voilà, sûrement des petits clins d'œil. Faut le revoir 2-3 fois pour avoir encore les petits détails. Hein, il y en a sûrement. Quand tu vois les masques, quand tu vois voilà, le panneau qu'on l'a vu au début aussi. Abandonnez tout espoir, vous qui entrez ici. Voilà, il y a des petites choses sympas, mais pour moi c'était pas ouf ce match, je me demande si c'était pas le moment que j'ai le moins apprécié du show, même si c'était ça restait divertissant, c'était un ciné-match, on sortait un peu du cadre du Performance Center, c'était à nouveau une bouffée d'air frais, voilà, c'est ce qu'il faut se dire si on veut être positif, quoi. Voilà, donc, et on verra bien ce qui nous attend à SmackDown, hein, entre les deux hommes, mais ça pue le Fiend Strowman. Comme je vous l'avais dit, le Fiend Strowman. Ça va sûrement arriver, là, maintenant, c'est inévitable. Maintenant, est-ce que le Fiend va récupérer le titre? Ça, c'est pas sûr et certain. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur ce pay-per-view. Donc, Extreme Rules 2020. Eh bien, mon bilan, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais peut-être vous surprendre. Eh ben, pour moi, c'est le pay-per-view de l'année. C'est le pay-per-view de l'année. J'ai pas vu mieux cette année. Je n'ai pas vu mieux. Et décidément, Extreme Rules m'étonne parce que l'année dernière, c'était déjà mon pay-per-view préféré, hein, Extreme Rules. C'est pas fait exprès, mais décidément, Extreme Rules me plaît. Et alors, j'ai vu qu'il a été pas mal critiqué ce show, hein, ici ou là, sur la toile, sur les réseaux sociaux, etc. Il en a pris plein la gueule, notamment à cause des finishes. Oui. Les finishes, ils sont un peu décevants, un peu voire dégueulasses, voire honteux, etc. Oui, les finishes, ouais, il y a de l'overbooking, etc. Oui, j'ai pas aimé le finish d'Asuka Banks, oui. Le Eye for an Eye, ils auraient pu faire mieux. J'ai trouvé ça un peu cheap. Ouais, en plus le vomi derrière, oh là là. Cross Bailey, à nouveau, bon, le coup de poing américain à nouveau, bon. C'est encore de la hit, hein. C'est de la hit. Comme ça, tout le monde reste fort, comme dirait l'autre, hein, comme d'hab. Oui, les finishes, il y en a qui sont contestables, effectivement. C'est, on va dire, le principal reproche que je ferai à ce show. Mais in-ring, quand tu regardes la qualité in-ring des matchs, de tous les matchs, en écartant le Swamp Fight, hein, qui est vraiment très, très particulier. Mais la qualité in-ring des matchs, elle était présente, elle était au rendez-vous, à chaque match. À chaque match. Et c'est quelque chose que j'ai quasiment jamais vu dans un pay-per-view du main roster. Depuis tant d'années que je regarde ça, j'ai jamais vu un show aussi consistant en termes de qualité in ring. Parce que d'habitude il y a toujours la petite pause pipi, le petit match de merde, le petit moment comedy wrestling, ouais, toujours le machin où on va se dire oh là là ouais bon ça c'est pas terrible. Hein. Bref voilà, le petit moment un peu entre deux quoi, voilà pour souffler. Mais là c'était très solide, très homogène, que de la bonne qualité in ring dans tous les matchs. Dans tous les matchs, il y a vraiment pas grand chose à dire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que je lui donne la note de 3 étoiles et demie. 3 étoiles et demie pour ce pay-per-view. Et je pense que ça va être difficile de faire mieux hein, cette année. Ça va être difficile. On n'est qu'à la mi-année, mais je pense que déjà ce pay-per-view s'annonce comme le grand favori pour être le pay-per-view de l'année. Je le dis tout de suite. Peu importe ce qu'en disent les autres. Si on a d'autres qui n'ont pas aimé, qui ont trouvé les finishes à chier, le Swamp Fight moche, c'est leur avis. C'est leur avis. Mais globalement, j'ai vu du bon in-ring. J'ai vu du bon in-ring, kick-off compris, parce qu'il faut pas oublier le kick-off, qui était aussi un match très sympathique. Et en plus, la chance qu'on a en plus, c'est que le match qui était peut-être le moins intéressant sur le papier, c'était le MVP Cruise, et en plus on nous l'a retiré. Donc que demande le peuple? C'était encore mieux. C'était encore mieux quoi. On a eu du bon match, du bon catch quoi. Alors évidemment, comme je l'ai titré sur ma vignette, évidemment, tout pour les ratings. Bah oui, tout pour les ratings, parce qu'on l'a bien vu. Je vous l'avais dit d'ailleurs, le bar fight. Je vous l'avais dit qu'il sera
C'est un match potentiel mais qui n'a pas été annoncé sur la carte d'Extreme Rules parce que ça allait être probablement annoncé dans un weekly. Et pas à louper, je vous l'avais dit, ça a été annoncé la semaine dernière. Effectivement, ce sera vendredi là cette semaine à SmackDown. Tout comme le Orton Big Show a eu lieu hier à Raw, un nouveau pour les weekly. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous proposer à nouveau? La revanche Asuka Banks à Raw la semaine prochaine et à nouveau une revanche entre Ziggler et McIntyre. Évidemment, on essaie de sauver ce qui peut l'être. Les ratings, on propose des affiches pay-per-view material pour essayer de relancer ça et de donner envie. Évidemment que c'est fait exprès. Évidemment que c'est fait exprès. Plus les petites fins là, moins le nœud qu'on a pu voir, c'était aussi, je pense, dans le but d'aller voir les weekly. Parce qu'évidemment, la fin d'Asuka Banks, évidemment, elle est dégueulasse. Mais c'est aussi pour essayer de voir, de donner envie de voir Raw le lendemain et se dire, bah, qu'est-ce qui va se passer? Que va-t-il advenir du titre féminin? Qui va être championne au final? Pareil pour le titre S. Est-ce que du coup MVP, le vrai champion des États-Unis? Est-ce que Apollo Crews va revenir? Voilà. Pour SmackDown, est-ce que Strowman, il va bien? Qu'est-il advenu de lui? Wyatt pareil. Le Finn, voilà. Enfin, il y a aussi un mystère autour de ça. Donc, à nouveau, on nous fait faire des petits mystères comme ça, hein, exprès. Et enfin, pareil pour Rey Mysterio, quel est son état de santé? Quel est son état de santé? Est-ce que ça va aller? Pareil, regardez Raw pour le savoir. Voilà, c'est pour ça qu'on a des petites fins. Qui donnent envie de voir la suite, parce que ça laisse planer un petit mystère, un petit suspense. On a envie de prendre des nouvelles, quoi. On a envie de prendre des nouvelles, et c'est pour moi le résultat est réussi à ce niveau-là. Le résultat est réussi à ce niveau-là. Alors attention, parce que si les audiences remontent, attention à ne pas abuser de cela à chaque pay-per-view en nous proposant que des fins pourraves ou des fins qui laissent ouvert à tous les scénarios possibles et qu'on ait à nouveau des rematchs de pay-per-view parce que ça s'est mal fini dans le pay-per-view lui-même et qu'on propose des rematchs en weekly à chaque fois. Attention. Donc j'attends de voir les audiences d'Euro avec impatience, ça va pas tarder à tomber. Et puis SmackDown de ce vendredi, ça sera pareil, on verra bien. Je pense que là, ils tentent le tout, hein, pour les audiences. Et si ça fonctionne pas là, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud si ça fonctionne pas là, cette fois-ci. Ils auront mis le paquet, ils auront fait tout ce qu'il faut pour nous donner envie de revoir les pay-per-view. Et c'est pour ça, de revoir les weekly, pardon. Et c'est pour ça que j'ai noté cette vignette, que je l'ai écrite, je l'ai titrée tout pour les ratings. Parce que c'est exactement ça. Donc voilà, donc je l'ai aimé. J'ai fait partie de la team Extreme Rules, si je puis dire. Et je l'ai trouvé, j'étais extrêmement surpris, comme je vais le dire je vais le titrer dans ma vidéo, extrêmement surpris. Et c'est bien. Parce que j'étais pas hypé vraiment pour ce pay-per-view. Et les résultats étaient plutôt très bons. Hein. Les matchs étaient de qualité. Voilà. Ça, c'était évidemment mon avis personnel. Chacun fera le sien. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce pay-per-view. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve probablement pour les pronostics de SummerSlam. Donc on a encore un peu le temps. À moins qu'il y ait un autre sujet qui tombe d'ici là. Mes salutations distinguées à Papy Catch, à G. Maxence, à Enzo des Rebuts, avec qui j'ai regardé le pay-per-view. On a passé un bon moment. En plus, un pay-per-view de 2h30. Ah, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, putain. 2h30. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Faites-le plus souvent. Hein. Faites-le plus souvent. Allez, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et zéro Miedo! Ciao à tous.